Et on est live. Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue sur cette 35e, 36e émission du jeudi, dans laquelle nous invitons des acteurs francophones de l'écosystème crypto pour qu'ils nous parlent de leurs projets, de leurs aventures, de leur background dans la crypto et plein d'autres choses. Cette semaine, notre invité est Alexis Roussel, cofondateur de NIM Project. Très heureux de t'avoir ici. Et comme d'habitude, je co-héberge cette émission avec Benoît Huguet, que vous pouvez retrouver en bas de l'écran. Comment ça va, Alexis? Ça va? Oui, ça va bien, ouais. Ça va bien. Moi, Une fin d'année qui était chargée et puis le début d'année qui s'annonce assez intense. Voilà. Oui. malgré la petite correction que toi, que tu ne regardes pas parce que tu es un ancien. Sur le passagère, là, il y a une petite correction, tu ne l'as même pas remarqué. C'est pas grand-chose. Faut pas se faire de soucis sur ça. C'est pas grave. Mais je suis assez d'accord avec toi. Pourquoi Mais moi, je suis... si tu regardes les channels, c'est on est en train de mourir. Mais non, mais ça va, c'est rien encore. On est super haut. Je veux dire, attends, le Bitcoin n'a jamais été aussi haut sur quoi? Sur 3 mois de sa vie ou 2 mois de sa vie. Bon, donc finalement, ça va, on est bien. C'est vrai. Si tant est. Bah, moi, je suis content donc, parce que vous aviez déjà fait, Samy et Alexis, vous aviez déjà fait une interview. Donc, je l'ai quand même regardé avec attention. Voilà. Donc, mais est-ce que tu nous ferais l'honneur d'une petite présentation? Tu l'avais déjà fait, mais tu sais, la pédagogie, c'est la répétition. Donc, ton parcours, parce que si tu trembles pas, c'est aussi parce que tu l'as depuis des années, que tu en as vu d'autres. Donc, est-ce que tu nous raconterais comment tu en es arrivé au crypto et puis à ce nouveau projet? Ouais. Moi, ma formation, elle est juridique. J'ai fait mes études de droit à Aix-en-Provence et puis à Paris, à la Sorbonne. Et puis, j'ai fait le premier master en droit public des nouvelles technologies en 2001. Et je me suis lancé, ma première carrière, ça a été aux Nations Unies dans le monde du numérique et du droit. Et c'est comme ça que je suis rentré dedans. Et puis, ce qui m'a intéressé, c'est le côté privacy, c'est le côté réflexion des technologies par rapport à l'humain et du droit. Enfin, voilà, comment la société utilise cette technologie-là. Et puis après, je suis parti sur un chemin de croix personnel qui était essayer d'utiliser les outils les plus décentralisés possibles. Et à un moment donné, il y a le paiement. Je ne voulais pas payer en carte de crédit à l'époque. Et puis donc tout de suite, on tombe sur Bitcoin parce que j'ai fait mon chemin vers Linux en 2000, 2001, et puis tous les outils possibles et imaginables à l'époque, que ce soit PGP, Tor quand c'était disponible, Freenet quand c'était disponible aussi, je ne sais pas si ça tourne toujours. Enfin, voilà, tous ces outils-là, et puis à un moment donné, Bitcoin arrive tout de suite. J'ai vu Bitcoin tout de suite, mais par contre, je travaillais toujours à ce moment-là dans le secteur privé. Mais à ce moment-là, ouais, Bitcoin, on dit, quand on regarde les commentaires, on dit ah non, mais c'est une expérimentation, alors il faut juste regarder ça comme une expérimentation. J'ai commencé à utiliser ça dans ma réflexion, mais je n'ai jamais touché. Et c'est qu'en 2013, lorsque là, j'avais changé de boulot parce que ma boîte avait viré tout le monde parce qu'ils fermaient le bureau. À un moment donné, j'ai fait des rencontres et puis on s'est dit qu'est-ce qu'on va faire? Et puis on va faire quelque chose en Bitcoin. Donc c'est là que on a créé la première plateforme d'échange en Suisse qui s'appelait Biti. Il s'appelle Biti et qui est toujours active, qui est un broker en Suisse qui aide à Neuchâtel beaucoup d'entreprises. Et voilà, c'est ça. C'est en 2013 que j'ai vraiment commencé à être actif et je me suis toujours focalisé sur l'aspect privacy. C'est-à-dire, moi, j'ai fait un travail dans la communauté en Suisse de garder, par exemple, la zone sans KYC. Ça, c'est pour moi toujours très important. Donc, on a des distributeurs à Bitcoin, on n'a pas besoin de KYC pour acheter des petites sommes. Et aussi, sur les sites, on peut acheter du Bitcoin sans KYC pour jusqu'à 1 000 € environ. Mon parcours, il était ça, c'était privacy, enfin société numérique, privacy, puis après le Bitcoin. Et puis après, de là, j'ai utilisé le Bitcoin pour repartir vers d'autres choses du côté juridique, pour en parler, et pour revenir sur NIM notamment. C'est très rigolo parce que, tu vois, malgré ton parcours de juriste, tu as un côté rebelle. Enfin, en tout cas, moi, c'est ce que je sens. Tu vois, parce que c'est quand même, quand tu utilises ces technologies pair à pair, etc., c'est quand même rebelle. Et s'intéresser à Bitcoin en 2013, c'est rebelle aussi. Et se focus sur la privacy, c'est rebelle. Et je suis 100% d'accord avec ton approche. Tu vois, no KYC si possible dans l'acquisition de crypto-monnaies. Du coup, moi, j'ai une question qui n'a rien à voir. Ouais. Moi, je veux dire le côté rebelle. Ouais, je suis les deux, en fait.
J'ai les deux. Ah, super. J'ai une famille. Ouais, c'est un mélange. Mais mon éducation, réellement, mon éducation école, elle est française, parce que j'ai fait l'école française et puis l'université française. Mais par contre, mon parcours professionnel et politique sont suisses. C'est-à-dire que quand j'ai essayé de travailler en France, je suis tout de suite parti à 21, enfin 25 ans, j'ai pris mes clics et mes claques après avoir travaillé un mois en France. Donc mon éducation voilà, professionnelle, politique, elle est suisse. Mais voilà, parce que je me demandais justement si ton aventure qui va de BT jusqu'à Nîmes, est-ce qu'elle aurait été possible en France, tu vois? Et la Non. vente, tu vois, de crypto-monnaies en dessous d'un certain seuil, qui, moi, sans KYC, ce qui est bien, hein, parce que ça protège les gens, ça évite de divulguer pour moi, donner son identité pour l'achat d'une crypto-monnaie en dessous d'un certain seuil pour 50 euros, ça expose en fait l'acquéreur à des risques qui sont ridicules au regard de la menace qu'il représente. C'est-à-dire qu'avec 50 euros, tu vas pas dynamiter la société. Et par contre, tu peux perdre ton passeport, tu peux perdre ton identité, c'est des risques qui sont lourds et qui, je trouve, sont pas adaptés. Ce qu'on dit jamais, tu vois, quand un KYC, faire un KYC et le délivrer à une place de marché, ça comporte des risques par rapport à la personne qui le livre. Et ça, je sais pas si c'est possible en France, tu vois, par exemple. Si tu Ouais, aurais pu. alors clairement, ça aurait été très difficile en France de faire la même chose. D'ailleurs, on voit bien que personne n'a réussi jusqu'à présent. Euh, euh, pour ça, je pense que ça tient du fait que en Suisse, on a gardé un concept juridique assez fort qui normalement existe en France, parce que moi je l'ai appris à l'université, mais après on t'explique tout de suite que en fait c'est un principe, mais qu'en fait il n'existe pas. Ce principe-là, c'est que tout ce qui est tu as le droit de tout ce qui n'est pas interdit est autorisé. C'est-à-dire que si c'est pas dans la loi en disant on t'interdit de faire un truc comme ça ou il faut faire des choses comme ça, tu as le droit de le faire. Tu as une liberté fondamentale comme ça de faire tout ce que tu veux et après tu as des lois qui te cadrent. Et en Suisse, c'est encore le cas. Donc quand tu arrives avec un nouvel objet comme le Bitcoin, les gens ils regardent ça. Bon, alors ils ont tout leur imaginaire ils ne comprennent pas, c'est peer-to-peer, c'est de la technique, ils vont dire c'est une arnaque forcément, mais ils vont te laisser faire parce qu'ils n'ont aucune base juridique pour t'interdire de faire ça. Alors qu'en France, il y a pas de base juridique en réalité pour t'interdire de le faire, mais il y a une mentalité qui est chez tout le monde, à la fois du côté des bitcoiners, enfin de ceux qui font la technique et de ceux qui appliquent, qui font les lois ou qui appliquent les lois, de dire non, non, mais avant qu'on fasse quelque chose, on doit d'abord demander l'autorisation à un truc qui s'appelle le droit français et qui est un mélange de gens en fait. Et en fait, en France, on n'arrive pas à dépasser ce stade de quand il y a quelque chose de nouveau, de juste le faire. Euh, je ne sais pas pourquoi. Enfin, moi, je l'ai senti parce qu'à la fac, on a appris ça. Hein, on a appris. Et puis, ça a été je pense que c'était une des choses qui m'a fait partir de France alors que j'étais très jeune. Je crois que c'est un principe de droit pénal, hein, ce qui n'est pas interdit est autorisé. Non, 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 Un peu plus que ça. c'est plus large que ça. Non, non, en droit pénal, il faut que le crime soit, enfin, il faut que les peines soient absolument écrites. Elle peut pas être, on peut pas c'est l'État qui peut pas te pénaliser si c'est pas écrit. Mais en droit civil, tu as des libertés fondamentales qui sont la liberté de bouger là où tu veux, la liberté de faire du commerce, la liberté d'utiliser les technologies que tu veux. Et après, s'il y a des abus, On va- on va les réguler. Mais on ne va pas le faire avant qu'il y ait des abus. C'est généralement ça ce qui se passe. Il y a des principes généraux qui sont bafoués Voilà. allègrement. Voilà. Et donc le problème, ce qui est intéressant, c'est que là, on a quand même deux mondes. C'est que tu as le monde du numérique qui comprend que quand on fait une monnaie numérique, il ne faut pas que ce soit associé à une identité. Ça, c'est une chose. Parce que ça peut être dangereux parce qu'on laisse beaucoup de traces. Et puis, on l'a bien vu avec l'affaire Ledger, il y a des gens qui se sont fait embêter parce qu'il y avait leur adresse qui était disponible, des choses comme ça, hein, qui sont très, très, très réelles. Et de l'autre côté, il y a un monde qui applique des règles qui, en fait, sont là pour… Le KYC, il ne vient pas de nulle part. Le KYC, il fonctionne, entre guillemets, dans le monde traditionnel à peu près, parce qu'il était là pour résoudre des problèmes de l'ancien monde. Mais ces problèmes de l'ancien monde, ils n'existent pas de la même manière, où ils sont plus là, où ils n'ont plus lieu d'être dans un monde où on a un Bitcoin, où on a changé la méthode dont on transfère de la valeur. On n'a pas les mêmes techniques, donc on n'a pas les mêmes problèmes. Et si on devait avoir une réglementation dans le monde du Bitcoin, ce serait pour régler des problèmes que Bitcoin lui-même n'arrive pas à régler. Je suis assez d'accord avec toi. Moi, je déteste le monde des KYC, tu sais. C'est le modèle de sécurité administratif
des solutions qui nécessitent en fait d'identifier les parties, ce qui n'est pas le cas de Bitcoin. C'est par exemple, c'est un des avantages de la preuve de travail. La preuve de travail permet en fait de participer au réseau sans donner son identité, juste en résolvant un calcul. Et du coup, parce que toi, tu es tombé amoureux de Bitcoin parce qu'il défend la vie privée, et quelle plénitude n'avait-il pas? Attends, non, non, alors, je vais juste te couper là. C'est pas, Bitcoin n'est pas, j'ai pas attaqué le Bitcoin dans l'angle de la vie privée. C'est au niveau en dessous encore. J'ai attaqué Bitcoin au niveau de l'autonomie. C'est-à-dire que le Bitcoin, c'est une monnaie qui te permet de dépenser, de transférer donc de la valeur à quelqu'un d'autre. En fait, tu lui donnes, tu lui écris un petit programme qu'il a le droit d'exécuter lui-même. C'est juste ça, finalement. Et il n'y a que toi qui peux le faire parce que tu es le détenteur de la clé, parce que toi-même, tu as reçu ce programme-là. Et tu n'as aucune personne qui peut t'arrêter. Donc, tu as une autonomie parfaite avec Bitcoin. Et quand tu as une autonomie parfaite, tu peux devenir un responsable, tu peux devenir quelqu'un, tu peux vivre ta vie numérique, investir, voilà, construire une vie numérique autour de toi de manière autonome. Et là-dedans, des fois, tu as besoin de privacy et Bitcoin est adapté pour ça si on l'utilise bien, parce que ça peut être aussi une arme à double tranchant. Bitcoin, c'est quand même relativement transparent sur beaucoup de choses. Donc, la privacy, ça vient après. Une fois que tu crées ta vie numérique, tu te rends compte que tu as besoin de privacy à un niveau beaucoup plus élevé que si tu n'as pas cette conscience-là. Donc, c'est l'autonomie pour moi qui est importante. Ouais, l'autonomie, l'émancipation peut-être, tu vois, c'est ce besoin de liberté, d'émancipation. Alors, ce qui est marrant, c'est que tu n'es pas venu à Bitcoin pour l'argent, pour des intérêts bassement spéculatifs. Ça, c'est, tu sais, parce que souvent, on s'intéresse à Bitcoin parce que ça brille. C'est souvent l'aspect financier, tu vois, en investissement. Et ensuite, on s'intéresse. Enfin, moi, mon parcours n'a pas été, tu vois, vertueux dès le début. Je suis arrivé pour des raisons dévoyées. Et ensuite, en fait, je me suis intéressé justement à toutes ces problématiques, même si j'avais une certaine affinité pour ça, hein, pour les réseaux pair à pair, que ce soit la musique, etc. Mais en général, tu vois, si je me suis intéressé au réseau pair à pair, c'était surtout pour pas payer, tu vois. Et ensuite, tu te dis, tiens, je vais télécharger, ben voilà, et la vertu vient après. Mais toi, tu arrivais directement dans cet angle. Peut-être parce que c'était ta réflexion. Oui, j'ai aussi, ce qui était intéressant avec le Bitcoin, c'est qu'en fait, la première fois que j'ai pris vraiment le Bitcoin dans mon discours, donc ça c'était genre 2011, 2010, 2012, 11, 12, j'ai utilisé Bitcoin dans mon discours, soit public, politique en Suisse ou avec les gens, j'utilisais comme un outil pour comprendre en fait, parce que je leur disais Bitcoin c'est de l'argent, et donc les gens comprennent ce que c'est de l'argent. Okay. Et en fait, derrière Bitcoin était construit sur des réseaux peer-to-peer, de la cryptographie, du consensus, des communautés open source, un protocole. Et ça, ce sont des choses que les gens ne comprennent pas du tout. Et au contraire, étaient en train d'essayer de les détruire. On a attaqué les réseaux peer-to-peer parce que c'était des méchants pirates qui partageaient de la musique ou des films. Et moi, je voyais beaucoup de valeur à ça. Et en fait, là où j'arrivais en fait à exploser la tête des gens, qui, en Suisse, comprennent bien comment fonctionne l'argent. Là, je leur dis, écoute, maintenant, on fait de l'argent grâce à des technologies que tu ne comprends pas et que tu as essayé de détruire. Et en fait, moi, je t'explique qu'elles ont tellement de valeur, ces technologies-là, que tu n'as pas vu, qu'on est capable d'en faire de l'argent. Et c'est comme ça, en expliquant les choses comme ça, que j'ai pu, en fait, amener beaucoup de gens avec moi du monde traditionnel, que ce soit des auditeurs, des régulateurs, des banquiers, à leur expliquer en fait le changement qu'on était en train de vivre. Parce qu'ils comprenaient bien l'argent, ils comprenaient bien l'économie, mais ils ne comprenaient pas d'où venait cette valeur de Bitcoin. Et je pense que la grande différence entre la Suisse et le reste du monde, au début, en 2014, dès qu'il y a eu la première approche régulatoire sur le Bitcoin, c'est que même le Conseil fédéral a tout de suite dit, en fait, ça a de la valeur. On ne sait pas d'où ça vient, mais ça a de la valeur. Et donc, on a décidé que c'était une valeur patrimoniale. Alors que dans les autres pays, encore aujourd'hui, beaucoup de gens sont en colère contre le Bitcoin, mais pas contre le Bitcoin directement, mais souvent, en réalité, si tu grattes, sont en colère contre eux-mêmes parce qu'ils ne comprennent pas, de ne pas comprendre quelque chose qui, pour eux, n'a aucune valeur. Parce qu'évidemment, ils ne maîtrisent pas, ils ne comprennent pas d'où vient cette valeur qui est sous-jacente au Bitcoin. Je suis assez d'accord avec toi. Écoute, bravo si tu as réussi à transmettre cette idée. C'était une mise en contexte, une intro qui était assez sympathique.
Bon, maintenant qu'on est là, on est à peu près 100 live. Je salue les retardataires, ceux qui viennent de nous rejoindre avec un tout petit peu de retard. Je souhaite la bienvenue à tout le monde. Aujourd'hui, l'objet principal de ce live, c'est Nîmes. Donc, spécial dédicace à tous ceux du Chan Nîmes Tech France ou Nîmes Tech French, voilà, qui sont avec nous ce soir. Que vous pouvez rejoindre à Nîmes French sur Telegram, NYMFRENCH. Et voilà, pour suivre un peu ce qui se passe sur le réseau. En parlant de ce qui se passe, il y a pas mal de mouvements en ce moment. On approche du mainnet. Il y a peut-être d'autres choses que tu peux nous partager au sujet du réseau. Je pense qu'une des questions, une question parmi les plus récurrentes dans cette émission, dans le chat, sera sûrement When Token, etc. Bon, je ne sais pas si tu pourras nous partager des informations là-dessus. Quelle est la situation d'un point de vue voilà, pour ceux qui sont intéressés par la validation, pour ceux qui veulent construire avec le protocole, ce serait bien qu'on couvre en fait tous ces aspects qui touchent à Nîmes. Comme ça, toute l'audience, peu importe sa nature, sa qualité ou son intérêt, trouvera des réponses dans cette émission. Mais on commence par une petite mise une petite définition, une petite présentation de Nîmes, si tu veux bien. Alexis, qu'est-ce que c'est Nîmes? Alors, quelqu'un qui voilà, ne sait pas ce que c'est Alors, je vais d'abord utiliser un mot technique. Nîmes, c'est un mixnet. Mixnet, c'est un réseau qui mélange. C'est une technologie qui a été inventée dans les années 80. Et le but de cette technologie, c'est de mélanger les paquets de réseau. Donc, en fait, tu vas avoir un réseau d'ordinateurs. Ils vont organiser entre eux. Alors, ce n'est pas un réseau peer-to-peer comme on a l'habitude, mais c'est un réseau, c'est un mixnet. Ils sont organisés un petit peu de manière différente. Et lorsque tu vas envoyer tu vas communiquer avec quelqu'un qui est connecté de l'autre côté, à travers le réseau Nîmes. Et pour ça, tu vas envoyer des paquets et ces paquets vont être mélangés avec tous les autres paquets de tout le monde, mais aussi ils vont subir un certain traitement. Et lorsqu'ils vont arriver de l'autre côté, on va finalement arriver à un niveau d'anonymat qui est extrêmement fort. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si quelqu'un observe finalement merci pour le graphique. Si quelqu'un observe en fait le réseau, il ne sait pas qui parle avec qui. C'est aussi simple que ça. Donc l'idée, c'est que ces ordinateurs sont organisés par couches. Donc il y a effectivement 3 couches que l'on voit, la couche 1, la couche 2, la couche 3. Et donc quand tu vas envoyer tu vas communiquer, tu vas d'abord envoyer au premier, puis au deuxième, puis au troisième. Ce qui est intéressant, il y a déjà un système qui est proche, qui est Tor, que les gens connaissent bien s'ils suivent ta chaîne. Mais Tor, c'est un petit peu différent. C'est un réseau peer-to-peer, donc les ordinateurs ne sont pas organisés de la même manière. Et puis, ils vont définir un chemin, effectivement, en Tor. Tu vas passer d'ordinateur à ordinateur. Mais pour Tor, ça va se faire pour tout ton trafic. C'est-à-dire quand tout ton trafic, tu vas aller sur un site Internet, ça va passer par 3 machines. Alors que là, en fait, ton trafic va être coupé. Tous tes paquets vont prendre un chemin différent à travers le système. Et donc, à la fin, et puis il y a encore d'autres petites techniques, on pourra aller un peu plus en détail si tu veux. À la fin, moi, je parle avec quelqu'un et la personne qui reçoit mon message ne sait pas où je suis sur Internet. Et ceux qui observent le réseau ne peuvent pas savoir que c'est mon information, mon message qui est arrivé à telle autre personne de l'autre côté. Voilà. Donc, en fait, on crée comme ça un réseau d'anonymisation. On enlève les métadonnées qui sont autour du message et il y a seulement le cœur du message qui arrive finalement à la personne. Donc, quel est désolé, tu n'avais pas fini ta phrase. Vas-y. Donc, quel est le lien avec la crypto? Pourquoi Nîmes est une blockchain? Pourquoi Nîmes réutilise Cosmos? Qu'est-ce que la crypto a à faire avec tout ça? Et quelle est l'utilité que nous, utilisateurs de l'Internet lambda, trouvons qu'est-ce qu'on peut gagner en utilisant Nîmes? Quelles propriétés, quelles fonctions il y a sur le... Alors d'abord, c'est des mondes très proches. C'est-à-dire qu'un système, un mixnet, c'est aussi de la cryptographie. Chaque paquet est chiffré avec plusieurs couches, ce qu'on appelle le chiffrement en oignon, comme Tor d'ailleurs aussi. Il y a beaucoup de calculs de déchiffrement, chiffrement. Donc la cryptographie est au cœur du système, le réseau est au cœur du système, le protocole est au cœur du système. Donc on se rapproche beaucoup de concepts que l'on voit dans la cryptoéconomie. Ce qui manquait en fait, le mixnet, c'est un concept très vieux, mais en fait, il a jamais décollé
de manière large parce qu'il n'avait pas de modèle économique qui avait du sens pour le faire fonctionner. C'est-à-dire qu'on pouvait lancer un réseau de machines, mais en fait, il faut atteindre une forme de décentralisation économique du réseau pour que l'anonymat puisse être garanti d'une certaine manière. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que maintenant, on a eu, grâce à Bitcoin, on a eu toute une token economics qui est apparue, une nouvelle forme de s'organiser, une nouvelle forme de gérer les ressources sur Internet et de les incentiver avec justement cette économie basée sur les tokens. Nouvelle forme de lever des fonds, finalement d'inciter les gens entre eux. Et on pense que là, il y a maintenant, enfin en tout cas, lorsqu'on travaille sur ça, il y a une logique entre un réseau, finalement un réseau qui va rendre un service d'anonymisation et on crée une forme de coopérative. En fait, c'est une future DAO qui est en train de se créer. On va créer une future DAO où les gens mettent en place des ressources, respectent un protocole, et ces ressources-là, lorsqu'elles sont utilisées, ça les incentive. Et en gros, la ressource que l'on met en place, c'est des ordinateurs, et le service qu'on fournit, c'est un service de communication anonyme. Donc, la personne qui va utiliser ce réseau-là, elle n'a pas besoin d'avoir un nœud sur le réseau, mais un peu comme Bitcoin, tu n'as pas besoin de tourner ton propre nœud, tu peux quand même avoir une transaction dessus. Et donc, tu n'es même pas obligé en fait d'avoir des tokens NIM pour l'utiliser parce qu'on va pouvoir payer pour toi. Mais par exemple, une application, tu prends Signal par exemple, ce serait un bel exemple si Signal intégrait NIM. Mais en fait, Signal sur son serveur back-end aurait un client NIM. Et puis, dans chacune des applications, dans ton téléphone, en fait, dans Signal, tu aurais un petit client NIM qui est là aussi. Et lorsque tu envoies un message, ce message, au lieu de partir sur Internet de manière claire, dans le sens clair, pas clair, il sera chiffré. Aujourd'hui, il est déjà chiffré, mais on sait que tu l'envoies au serveur de Signal. Ton opérateur, il sait que tu discutes avec Signal à ce moment-là. Mais là, ça va passer par NIM. Et enfin, le message va arriver chez Signal. Et en fait, toi, tu ne vas pas forcément payer pour ça. C'est peut-être Signal qui va payer pour toi. Mais qui va ensuite, si jamais un opérateur téléphonique, un État va observer la discussion, il pourra voir que tu es connecté sur NIM, mais il ne pourra pas voir que tu discutes avec Signal. Alors qu'aujourd'hui, le meilleur système qu'on a, c'est Tor, qui est pas trop mal, qui permet déjà à des petits acteurs de pas voir avec qui tu discutes, mais si tu es la CIA, le FBI ou des gros acteurs, et on a vu que Tor a été attaqué récemment par quelqu'un qui a pris plein de nœuds, qui a maîtrisé plein de nœuds pour justement désanonymiser les gens, en fait, tu peux faire une analyse du réseau et réidentifier les entrées et les sorties et voir qui parle avec qui. Le problème de Tor, un réseau qui propose de faire des communications, on va dire. Le problème de Tor, c'est qu'il n'y a pas d'incitation économique à rejoindre le réseau et à maintenir un nœud à la base. Donc, on peut supposer Exactement. que des agences gouvernementales ou d'autres entités qui veulent, par exemple, décrypter ce qui se passe sur le réseau, analyser les paquets ou autres, on peut supposer que voilà, la plupart des nœuds sont opérés par des agences et que Ouais. ouais. Et surtout, comme ta route, ton chemin, en fait, il dure 5 minutes ou 10 minutes, hein, ça dépend comment tu l'organises. En fait, tu peux tomber en fait, assez facilement dans la configuration où ton nœud d'entrée et le nœud de sortie sont compromis par la même entité. Et donc, à ce moment-là, ils observent ton trafic comme si de rien n'était. Ils s'en foutent par où ça passe au milieu. Ils voient les deux. Avec NIM, chaque paquet va prendre un chemin différent. Et ce qui fait qu'en réalité, il faudrait que tu maîtrises peut-être 80%, 90% du réseau. Il suffit qu'un paquet passe par un autre chemin que tu ne maîtrises pas. Et à ce moment-là, le fichier ou la communication que tu as, elle n'est pas complète. Donc, c'est plus résilient, on pense. Après, on verra dans les faits, on verra dans la réalité, parce que pour l'instant, on est toujours dans le testnet. Mais on verra dans la réalité ce que c'est, on espère, bien plus résilient. C'est un Tor sous stéroïde. On utilise la crypto pour inciter quelqu'un à opérer un nœud et donc avoir plus de participants
qui maintiennent cette infrastructure parce qu'il y a une vraie incitation économique à maintenir une infrastructure. Et quand on sollicite cette infrastructure mise à disposition du réseau, il y a cette logique économique qui entre en jeu où on paye pour solliciter en fait cette infrastructure et c'est ce qui est chose pérenne. Pour aller plus un poil plus dans les détails aussi, c'est que l'opérateur, celui qui gère ce mixnode, qui va vraiment faire le mélange, lui, il doit respecter un certain nombre de règles. Et ces règles-là, elles vont le pousser à bien mélanger. Donc, il doit respecter le chemin qu'on lui indique. Il doit aussi respecter le délai parce qu'il doit rajouter un peu de latence sur le paquet pour perturber l'analyse de temps. Parce qu'en fait, quand tu observes Tor, tu peux savoir, par la vitesse des paquets, tu peux savoir où sont les gens. Et avec NIM, on perturbe cela en mettant un délai de latence qui est aléatoire et que le nœud doit respecter. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'on fait passer dans le réseau de NIM des faux paquets, mais aussi des paquets de test, mais ils ont tous la même tête, ce qui fait qu'un serveur NIM, s'il veut être rémunéré, il est rémunéré sur sa capacité à passer les paquets correctement, notamment les paquets test. Et s'il ne passe pas les paquets test correctement, il va être pénalisé et il va être exclu du réseau. Donc, en fait, on va le pousser à travers l'incentive économique de justement faire son bon boulot, qui est celui de respecter l'anonymat et de fournir cet anonymat-là. Celui qui essaiera de ne pas respecter le délai pour essayer de créer finalement un signal sur le réseau pour essayer de trouver finalement qui est l'émetteur, qui est le receveur, par exemple, se fera tout de suite exclure du réseau. Alors que dans Tor, finalement, il peut rester parce que tant qu'il fournit un bon service de exit node ou de entry node, ça suffit en fait. Vous me permettez un résumé, moi, de ce que j'ai compris. Ce que j'ai compris, c'est que NIM, c'est un protocole de communication qui respecte la vie privée de ses utilisateurs et le token, finalement, vient rémunérer les opérateurs de ce réseau, en fait, du protocole qui forme un réseau. Et voilà. Et alors, ben moi, justement, du coup, j'ai dit le mot magique qui était token. Je voulais juste mettre une petite clarification. J'entends parler de Secret Network et c'est un sujet qui avait déjà été exploré dans d'autres émissions précédemment. Je pense qu'il est important de préciser dès maintenant qu'à la base, NIM, Secret Network est une plateforme de smart contract, mais la question que je vais te poser, Alexis, c'est est-ce qu'on peut déployer des smart contracts sur NIM? A priori, non. Ce n'est pas du tout Alors, dans NIM, tu as deux choses. Tu as le Mixnet, ça c'est le réseau de communication qui va fournir l'anonymisation. Et à côté, tu as une blockchain qui permet à tous les une blockchain basée sur Tendermint, qui est une copie de Cosmos, voilà, qui va permettre aux acteurs, à ceux qui font partie de cette future DAO, si tu veux, de cette coopérative qui gère le réseau, de s'organiser. Mais cette blockchain-là, elle n'est pas du tout elle est transparente, elle est visible, on sait qui est qui, et les acteurs du réseau, eux, sont bien visibles, et les paiements de tokens se font de façon bien visible. Et d'ailleurs, c'est pour ça que pour s'assurer que l'utilisateur, parce que c'est l'utilisateur qui doit être anonyme, pas celui qui opère le réseau ou même celui qui paye. Ce qu'on fait, c'est qu'il y a une différence entre le token et la clé qui permet d'ouvrir et d'entrer dans le réseau NIM. Donc, tu vas payer en fait avec un token, et ce n'est pas forcément toi qui payes, tu vas payer avec un token, et en échange, tu vas recevoir un credential. C'est une preuve zero knowledge que tu vas recevoir off-chain et que tu vas pouvoir montrer aux différents acteurs du réseau et montrer que tu as prouvé que tu as bien payé ou que quelqu'un a bien payé pour toi. Et à ce moment-là, ça va t'ouvrir les portes du réseau. Mais cette preuve-là, elle est faite off-chain. Donc, il y a vraiment ces deux différences. Est-ce que tu peux développer des smart contracts sur la chaîne Cosmos de MIM? Oui, tu pourras. Est-ce que ce sera intéressant d'un point de vue économique? Peut-être qu'il y a des... Ça ne leverage pas le Mixnet, en fait. Mais ça ne leverage pas le Mixnet. Non, parce exactement. que Secret Network est une Cosmos chain. Mais c'est différent quand même. Ce que tu peux faire, et c'est un des use cases qu'on aura au début, c'est que tu vas avoir de l'autre côté de NIM, tu vas avoir des nœuds Bitcoin, Ether et autres, et toi, tu vas communiquer depuis ton wallet à travers le réseau NIM. Et le nœud Bitcoin, il va recevoir une transaction, il ne sait pas d'où elle vient, mais elle est valide. Si elle est valide, il va la broadcaster. Donc, tu peux très bien déployer
des smart contracts en utilisant le réseau NIM et arriver sur une machine Ether ou autre qui est connectée sur le réseau NIM. Et à ce moment-là, même la machine qui a broadcasté ne connaîtra pas ton adresse IP et tu pourras déployer de manière anonyme des smart contracts sur des chaînes X ou Y. Moi, ce que je comprends, enfin, c'est que NIM, c'est plutôt une alternative à Tor. C'est différent de Secret Network. Secret Network, si je le, Voilà. enfin, je schématise grossièrement, évidemment, il faut me pardonner. Mais Secret Network, ça serait plutôt, tu vois, dans l'imaginaire, hein, une forme d'Ethereum sous Zcash, un Ethereum chiffré, on va dire. C'est-à-dire que, alors que moi, de ce que je comprends de NIM, c'est que déjà, la préoccupation principale, c'est la communication, qu'elle soit en fait textuelle ou financière. C'est-à-dire que donc c'est vraiment Elle est générique. un outil, Elle est générique. voilà, un outil de communication. Et du coup, voilà. Alors moi j'ai deux questions. J'ai deux questions parce que donc du coup on est sûr de la préservation de la vie privée, sur des solutions techniques qui moi me dépassent. Et donc j'ai besoin d'arguments d'autorité. Et je crois qu'il y en a. Donc c'est-à-dire que qu'est-ce qui me permettrait de croire que cette solution technique va être d'une meilleure qualité que celle déjà existante? Pourquoi tu vas proposer une meilleure solution? Donc dans les questions que j'ai, c'est ben, je crois qu'au sein de ton équipe, déjà, il y a des chercheurs de haut vol et en plus, moi, tu sais, les préoccupations bassement financières, c'est-à-dire que des chercheurs qui tournent à vide, il y a besoin quand même de capitaux à un moment donné. Et je crois que déjà, dans vos partenaires ou dans vos financements, il y a quand même du lourd. Qu'est-ce qui peut me permettre, à moi qui ne suis pas cryptographe, de supposer que cette solution, tu vois, elle va être aussi effective que ce que tu annonces, tu vois? Donc, qui forment les équipes, tu vois? Qui sont les chercheurs qu'il y a dedans, voilà, qui vous ont soutenu, qui ont permis à cette Ouais. solution d'être Donc, développée. le cœur, il y a une équipe qui est principalement au niveau de l'université de Louvain, de Leuven en Belgique, autour de Claudia Diaz, qui est professeure là-bas et qui est spécialiste des réseaux et de la vie privée. Donc elle, ça fait 20 ans qu'elle travaille sur cette thématique de la vie privée au sein des réseaux. Et il y a eu plusieurs PhD sur le sujet des mixnets. Et en fait, il y a très peu de chercheurs dans le monde qui ont travaillé là-dessus et ils viennent pratiquement tous de Louvain. Donc ça, c'est déjà la clé. C'est-à-dire que c'est cette équipe de chercheurs. On a Ania, qui est une chercheure, une Polonaise, qui travaille avec nous, qui est une ancienne élève de Claudia, et qui, elle, ce qu'elle a fait, elle a créé ensemble, elles ont créé un simulateur pour calculer le niveau d'anonymat. Parce que ce qui est très important, c'est qu'en fait, l'anonymat, en fait, on arrive à le calculer. Et on le calcule en fonction de toutes les variables qu'on peut avoir. Parce que l'anonymat, ce qui est important, c'est le set. C'est tu es anonyme si tu es dans un groupe, si on ne peut pas te distinguer dans un groupe qui est le plus large possible, finalement. Et donc, en fonction de la taille de ce groupe-là, on peut, et en fonction des caractéristiques que tu laisses apparaître, on peut calculer ce niveau-là. Donc, elles ont théorisé tout ça et aujourd'hui, en fait, elles ont toutes les variables du réseau NIM, elles ont été entrées dans ce simulateur et on a pu calculer comme ça, en fonction du nombre de connexions qu'on va avoir, en fonction de la taille des paquets, en fonction de la bande passante disponible, on va pouvoir calculer le niveau d'anonymat et pour arriver à un niveau qui soit suffisant. Et par exemple, ce qu'il va faire, c'est qu'au début, on ne va pas concurrencer Tor parce que NIM va être un peu plus lent. On va le voir, on va le sentir que c'est plus lent. Pourquoi? Parce qu'au début, NIM sera petit. Alors, pour bien assurer l'anonymat, on va être un peu plus lent. Par contre, dans le futur, lorsque NIM va grossir en termes de volume utilisé, on va pouvoir augmenter la vitesse de fonctionnement de NIM. Pourquoi? Parce que comme il y aura plus de monde, ben on pourra s'amuser on s'amusera pas, mais on donnera ce service-là aux gens. On va pouvoir garder le même niveau d'anonymat tout en augmentant la vitesse parce qu'on aura agrandi le nombre de gens qui passent dedans. Voilà. Donc, cette équipe, elle travaille là-dessus. On est associé avec quand même pas mal de cryptographes. Rial de l'Université de Luxembourg. On a aussi comme advisor qui a travaillé sur toute la token economics. En fait, c'est Agelos qui a fait Cardano aussi, qui a aidé sur Cardano. Donc, et puis, on vient aussi de recruter, par exemple, Chelsea Manning, qui est ancien analyste de l'armée américaine qui a donné le document à Assange, qui a permis à Wikileaks de faire
ce que Wikileaks a fait dans l'histoire de notre monde. Et elle est très au fait aussi des attaques, de ce que les gouvernements cherchent, de ce que les gouvernements veulent faire avec leurs outils de surveillance. Donc, on s'est entouré, et ça, c'est le travail de Harry, parce que Harry Alpin, c'est vraiment le moteur, l'énergie là-dedans, c'est le CEO. Et lui, à travers, c'est un ancien il vient du monde d'Internet, c'est un ancien du web, il a été au W3C. Et donc, c'est lui, à travers son réseau, qui a amené tous ces gens ensemble. Après, on a la chance d'avoir un super CTO qui, lui, a travaillé sur un autre projet qui s'appelle Chainspace. Il a aussi travaillé sur Vega, que peut-être vous connaissez. Et Chainspace, la boîte, a été rachetée par Facebook pour faire Libra à un moment donné. Ça, c'est pas fait finalement après. Mais... Tu sais, moi aussi, ce qui me convainc, c'est qu'au-delà de cette équipe, on va dire, de ce super classe, de classe internationale, vous avez quand même réussi à convaincre énormément, en fait, d'investisseurs. Je vois A16Z, je vois, voilà, tout le monde, hein, finalement, Binance, Polychain Capital. En fait, donc, du coup, moi, ça me rassure aussi, hein, tu sais, parce que des chercheurs, je m'en méfie. Hein, les chercheurs, ils ont des grands idéaux, donc ils ont des grands cerveaux, mais à un moment donné, moi, le fait qu'il y ait quelques financiers aussi qui soutenu ça veut dire qu'il y a sans doute, eux, ils cherchent un marché, ils cherchent une utilisation, ils cherchent une adoption, tu vois, je veux dire, il y a la technique, mais il faut l'adoption derrière. Et Je pense que la différence, quand je vois ce que tu veux dire, je peux prendre des exemples. Je prends l'exemple, par exemple, de Cardano, c'est un bon exemple, ou même Tezos. C'est peut-être à ça que tu penses, ils sont allés très haut dans l'ingénierie, dans la technique, en disant, voilà, on fait un truc super technique, et en fait, ils perdent beaucoup de gens à travers ça. Je pense que la petite différence là qu'on a eu, même si on a amené des gens, on a, dès le début, parce que c'est eux, sans eux, le projet n'existerait pas, hein, sans Claudia, le projet n'existerait pas. Mais Harry est quelqu'un de passionné, c'est aussi quelqu'un qui est politiquement engagé. À un moment donné, moi, j'ai rejoint l'équipe aussi avec une vision très, très forte politique. Donc, on a cette double casquette, on va dire, à la fois technique et un engagement idéologique fort, avec cette conviction que on n'a pas... Tout le monde dans l'équipe ne sont pas des cypherpunks ou des crypto-anarchistes convaincus. Hein. Il y a même des gens qui pensent que le Bitcoin, c'est peut-être pas une bonne idée dans l'équipe. Des fois, on a des discussions ou des gens qui ne sont pas 100% convaincus. Mais donc, c'est très, très, très mélangé. Mais par contre, ce qu'on a, c'est qu'on a cette conviction que la vie privée, c'est important, et que pour construire cette vie privée, il faut d'abord avoir une couche d'anonymat. Et que tu ne peux pas construire la protection de la vie privée sans couche d'anonymat. Et en fait, ça, ce n'est pas juste un projet technique, c'est un projet politique. Donc, tout le monde comprend ça. Et je pense que c'est peut-être ça la grande différence avec des projets qui auront une approche purement technique. L'autre point qui m'intéresse et que tu as évoqué brièvement, mais sur lequel on va revenir, c'est que l'altruisme seul ne suffit pas. C'est peut-être une des faiblesses de Tor, et d'où l'existence en fait de cette token économie, de ces tokenomics et donc du token. Et est-ce que tu pourrais nous parler un peu plus du token? Tu sais, parce que là il y a un mainnet qui se lance, il y a voilà, nous on a besoin d'un peu de vie, tu sais, parce que sinon ça reste abstrait. Et donc, voilà, combien de tokens il va y avoir, comment on se procure des NIM, comment on en achète, que ce soit en fournissant des services, l'acquisition, en achetant, comment ça se passe? Moi, je veux du token, s'il te plaît. Donc, tu veux du token. Moi, je veux comment je gagne des tokens? Je les achète, je contribue, je fais quoi? Je veux du token. Combien il y en va faire, combien? Il y en aura 1 milliard. Ça on sait déjà. Il y en aura 1 milliard. Bon, à qui seront-ils distribués? Voilà. Ça, on va encore publier ça, mais ça va être publié très, 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 très bientôt. En tout cas, ce mois-ci, parce qu'on a aussi fait un prospectus qui va être publié. Il y aura tous les détails, même des détails très, très, très précis sur beaucoup de choses. Mais ce qui est important, c'est que là, on espère qu'on va vers une vente publique, ça c'est sûr. Et la vente publique, ça va être la première possibilité aux gens de venir d'avoir des tokens. Le but de cette vente publique, elle sera de permettre à des gens de participer au réseau, dans le sens,
avec ces tokens-là, ils vont pouvoir soit tourner des nœuds eux-mêmes, soit staker sur des nœuds. Parce que comme on est dans l'univers Cosmos, on va pouvoir utiliser ces tokens-là pour monter la réputation d'un nœud sans qu'on ait soi-même à le tourner. Et donc, à ce moment-là, bénéficier des revenus de ce nœud-là. Les utilisateurs, eux, ils pourront en obtenir, enfin ceux qui vont utiliser dans le sens, ceux qui vont vouloir intégrer NIM dans leur service et qui auront besoin d'un peu de tokens pour vraiment les transformer en bande passante, eux, ils vont pouvoir en acheter directement dans le wallet. Le but, c'est qu'il y a un mode d'achat simple. Soit il y en aura sur le marché que ce sera disponible, soit ils vont acheter dans le wallet. Et là, on veut même le faire, puisqu'on est en Suisse, KYC-less, sur un certain montant. Donc, ce sera des petits montants, mais qui seront déjà bien raisonnables pour ce que veulent en faire les gens. Voilà. Donc, en fait, il y aura vraiment ces deux étapes qui vont venir. Et puis, effectivement, donc ces 3 étapes, on va dire. C'est vraiment, il y aura une vente publique qui va se faire. Et aujourd'hui, tu as des dates? Non, on n'a pas de date. Ça bouge encore. Il y a beaucoup, il y a beaucoup de variables. Pour nous tous, on a tous vécu de proche, de près ou de loin ces projets-là. Quand tu es dedans, c'est assez tendu parce que là, tu comprends pourquoi est-ce que ça bouge tout le temps. Tu vois, tu vas essayer de te fixer une date et en fait, tu as tellement de pièces qui bougent que c'est pas évident. Mais c'est passionnant en tout cas. Donc en tout cas, ce qu'on va d'abord faire, c'est qu'on va d'abord lancer le mainnet. C'est ça qu'on va faire, c'est qu'on va lancer le réseau. Il va être fonctionnel avant la vente publique. Et ça, on l'a déjà annoncé. Là, on est dans le processus d'initialisation du mainnet. Et une fois que le mainnet sera lancé, c'est là qu'on va avoir la vente publique. Et aujourd'hui, on a permis à ceux qui ont participé déjà au testnet de s'enregistrer pour pouvoir participer dans certaines conditions au mainnet. Enfin, à la vente publique. Donc ça, on verra, tout va se savoir correctement bientôt. Voilà. Mais après, une fois que la vente publique sera faite, il y aura finalement, soit tu participes à l'économie du système et tu prends des tokens, tu les mets tu fais tourner des machines et à ce moment-là, tu peux récupérer des revenus de ta machine, soit tu stakes, et puis si tu veux, si tu en as besoin pour en utiliser, tu pourras les acheter dans le wallet. Voilà, ça c'était ma question suivante, c'est-à-dire que comment on participe concrètement? C'est-à-dire que donc le mainnet se lance. J'ai vu que, tu vois, en lisant les articles sur le site, il y avait 4 fonctions, donc les mixnodes, les validateurs, les service providers et j'en oublie certaines, j'oublie les quatrièmes. Le gateway, et tu oublies le gateway. Le gateway, voilà, les gateways. Voilà. Ouais. Ça, c'est donc ouvert en fait, alors oui, c'est ouvert. Ça, c'est le principe on reste dans le principe de Bitcoin, c'est-à-dire que tu as accès. C'est inclusif, enfin, c'est open. Tu n'as pas besoin de permission pour aller tourner un nœud. Et d'ailleurs, nous, on ne va pas tourner d'infrastructure. Nous, en tant que la société, je parle. Donc, en fait, tu vas avoir, je dirais même, tu as 5 acteurs. Tu as le Mixnode, qui est vraiment le cœur de la machine. D'accord? C'est une machine. Comment on devient Mixnode? On la lance. Oui. On doit la bonder, on doit la connecter au réseau. Et donc ça se fait sur la blockchain. On doit s'annoncer sur la blockchain de NIM en disant « je suis un Mixnode ». On doit avoir certaines caractéristiques. On doit avoir des ports ouverts, certains ports spéciaux qui soient ouverts. Et puis finalement, on doit avoir beaucoup de bandes passantes. C'est ça qui va être nécessaire. Ce n'est pas des machines très grosses. C'est surtout de la bande passante. Et donc, naturellement, c'est des machines qui vont être dans des data centers, qui vont être bien localisées sur des beaux data centers dans des nœuds à travers le monde. Et puis, les gens vont gérer ça. Et puis, on va stacker du NIM dessus. Eux, ils vont fournir l'infrastructure de base. Il y aura un minimum, je suppose. Il y a des... le nombre de mixettes, comme je t'ai dit tout à l'heure, pour assurer le niveau d'anonymat, on doit assurer en fait un certain nombre de paramètres. Et un de ces paramètres, c'est le nombre de machines que l'on aligne pour fournir la bande passante. Si tu n'as pas beaucoup de trafic au début, qu'est-ce qu'on va faire? On va garder un petit nombre de machines. Et au fur et à mesure que le trafic il augmente, on va créer des incentives pour
ajouter un nombre de machines. Alors, ce qu'on a fait, c'est qu'on a un système de double réseau. On a les machines qui sont actives et les machines qui sont inactives, mais qui sont quand même là, et qui sont quand même connectées, prêtes à être utilisées. Et en fait, c'est des réservistes. Ils sont payés aussi, ils font partie de l'écosystème, ils gagnent aussi, mais pour l'instant, ils ne dépensent pas de bande passante. Et en fait, au fur et à mesure, on va toujours chercher à garder ce niveau d'anonymat. Et si à un moment donné, le nombre de réservistes devient trop petit, ça va permettre à d'autres de se rajouter et de s'enregistrer. Et normalement, si le nombre de réservistes est trop bas, comme tu dis, j'aime bien ce mot de réserviste, normalement, le prix, les rewards pour les mixnodes va augmenter, donc inciter forcément les gens à mettre des nouveaux mixnodes. Donc ça, c'est le premier, c'est le mixnode. Le deuxième, c'est le validateur. Le validateur, c'est lui qui tourne, qui maintient la blockchain qui est à côté. Là, on est sur une blockchain Cosmos, donc on va être sur des gens très professionnels qui tournent déjà des nœuds Cosmos dans d'autres chaînes. C'est limité parce que Cosmos a des limitations techniques, donc on sera maximum, je crois que Cosmos maintenant ils sont à 150, donc au début on sera à une vingtaine, trentaine, mais on ne va jamais dépasser des trucs comme ça. On n'a pas besoin de beaucoup plus parce que le but c'est de décentraliser suffisamment, mais il n'y a pas besoin d'une très grande décentralisation non plus. Ensuite, il y a les gateways. Donc, eux, c'est les portes d'entrée. Alors ça, c'est hyper important, les gateways. C'est ceux qui font les portes d'entrée. Et cette porte d'entrée, on peut la faire soit chez soi, on peut la voir dans son petit routeur, son ordinateur à la maison, derrière sa box, pour l'utiliser soi-même, soit on peut en faire une publique. Et ces gateways, ils sont intéressants parce que c'est eux qui vont être les plus exposés, c'est eux qui vont permettre aux gens de se connecter dessus pour accéder au réseau, c'est eux qui font la porte d'entrée et qui disent est-ce que tu as bien payé ou pas, par exemple. Et comme ils sont exposés, c'est eux qui vont attirer le plus de revenus dans l'écosystème. On peut inciter les gens à en mettre le plus. Voilà. Et enfin, tu as le service provider qui est celui qui va dire accéder à mon service via NIM. Et lui, il va développer ça, il va intégrer NIM dans son application. Et souvent, c'est ça qu'on espère, enfin c'est ça qu'on imagine, c'est que lui, il va acheter des tokens pour ses utilisateurs. Et il va dire, moi, j'ai installé NIM sur tout mon système et que vous n'avez pas besoin de décider vous-même d'acheter des tokens ou vous utiliserez NIM de toute façon parce que c'est moi qui paye NIM, qui paye ça pour vous. Voilà. Et enfin, tu as le client, l'utilisateur final, qui lui utilise NIM parce que c'est dans son app qu'il reçoit des credentials, donc il reçoit ses clés, ses preuves zero knowledge qu'il va pouvoir montrer au gateway en disant tiens, j'ai bien payé. Enfin, c'est peut-être pas moi, mais en tout cas, j'ai payé, donc je peux rentrer. Et du point de vue de l'utilisateur, c'est-à-dire que c'est comment tu accèdes au réseau par un wallet classique de type MetaMask ou à travers le service provider? Alors, ça dépend qui est l'utilisateur. C'est-à-dire que si l'utilisateur, c'est celui qui gère le Mixnode, celui qui gère le validateur, celui qui gère le service provider, là, tu auras un wallet Bitcoin, un wallet NIM, pardon, qui est déjà disponible et dans lequel tu peux bonder, tu peux créer ton gateway, ton Mixnode, tu peux les gérer. Et puis, si tu as des tokens, tu peux les déléguer à d'autres machines. Donc ça, c'est un type d'utilisateur. Mais l'utilisateur que tu vois ici sur l'écran, oui, c'est l'utilisateur qui va utiliser vraiment le réseau pour envoyer de la donnée. Et lui, en fait, il n'a pas besoin du wallet. Ce qu'il a besoin, c'est d'une application qui utilise NIM et d'avoir le credential. Donc peut-être qu'il ne le saura même pas, en fait. Ok, très bien. Et vous avez déjà annoncé des services providers, donc justement, ou pas, avec qui vous êtes partenaire? Il y a des annonces ou des petites pistes? Pas d'annonce. Les pistes, il y en a, en fait, je vais te le dire, c'est très simple. On va se focaliser en premier sur l'écosystème crypto et sur les wallets crypto, les wallets Bitcoin. Donc le modèle qu'on en veut, et puis alors, moi, je connais bien cet écosystème. Je connais bien cet écosystème, disons, voilà, exactement. Si vous regardez mon profil, vous verrez que je suis connecté à certains wallets.
Donc, je peux déjà dire qu'eux, ils vont vite le mettre en œuvre. Mais l'idée, c'est quoi? C'est que tu as ton application sur ton téléphone, tu as ton wallet sur ton téléphone, tout simplement. Voilà. Et dedans, tu as un petit client NIM qui est invisible, Oui. que toi, tu ne vois pas. Et en fait, tu vas communiquer avec le nœud Bitcoin à travers NIM. Ça veut dire que ton opérateur ne sait plus à ce moment-là que tu as un wallet Bitcoin sur ton téléphone. C'est pas mal, c'est pas mal. Voilà. Et est-ce Donc que ça, ça c'est permettrait vraiment le d'envoyer des premier use messages? case. Ça permettrait d'envoyer des messages aussi ou pas? Bah, C'est-à-dire que dans ton... ça ouvrirait de Bitcoin nouvelles fonctions. est un message. Vous Non, devinez. là t'enverrais juste des transactions Bitcoin. Ce serait Ok. déjà pas mal. Parce que moi, je me souviens qu'il y avait une solution technique, justement, donc c'était sur les métadonnées, c'est-à-dire que c'était Dandelion, je crois, à une époque, qui voulait en fait brouiller les pistes au niveau du réseau, je crois, parce que en fait, il y avait plein de. Enfin, disons que ça te permettrait d'utiliser. Moi, ce que je comprends de ce que tu as dit, hein, avec des termes simples, c'est que ça permettrait d'utiliser un client Bitcoin, faire un portefeuille Bitcoin, de façon plus sécurisée, plus anonyme, au niveau des. Plus Non, anonyme, pas du tout. oui. Si Ouais. c'est plus anonyme, c'est-à-dire que tu peux couper en fait le lien entre le serveur Bitcoin et le wallet, plus, tu vois. C'est-à-dire que Oh, ouais, quand tu utilises, c'est-à-dire que le serveur le nœud Bitcoin ne connaîtrait pas ton adresse IP, par exemple. Aujourd'hui, il le sait. Quand tu oui, te voilà. connectes à un serveur Electrum quelque part, si tu utilises Electrum et que tu te connectes sur un serveur Electrum, il connaît ton adresse IP. Alors après, il peut essayer de l'effacer vite. Mais si par exemple, il y a une surveillance qui se mettait en place, la police irait voir sur le serveur irait voir Electrum en disant maintenant, on met un tracker sur ton back-end pour savoir qui se connecte avec tes wallets, il pourrait à ce moment-là réidentifier une personne. Mais avec NIM, ça ne serait pas possible. C'est le dernier rempart et ils sont de plus en plus vicieux quand il s'agit de lier en fait des utilisateurs d'outils en fait, des explorateurs de blockchain ou autres pardon, quand il s'agit de lier en fait des adresses des gens à des services. J'ai vu que pas Cyphertrace mais Chainalysis était en partenariat avec un explorateur de blockchain sur Bitcoin. Et en fait, cet explorateur de blockchain était malicieux, enfin pas rogue, mais loguait en fait les adresses des différents utilisateurs aux adresses qu'ils recherchaient en premier, donc leur input, pour éventuellement lier des adresses IP à des adresses sur la blockchain Bitcoin et avoir un mapping des C'est utilisateurs. moche. Non, ça, c'est une affaire publique. C'est ce que faisait c'est moche. Ouais. Ouais. C'est moche, c'est pour ça il faut. Alors, il y a plein de. C'est pas NIM qui va régler tous les problèmes. Il y a plein de couches de résolution de ça. NIM va aider au niveau de la couche réseau pour cacher les métadonnées du TCP/IP. Après, c'est important d'utiliser, alors pour Bitcoin, soit d'aller sur du second layer comme genre Lightning, ça aide déjà, ça réduit. On pourra aussi cacher Lightning dans NIM. Et d'ailleurs, Lightning utilise le même format de paquet que NIM, c'est les paquets Sphinx. Donc, il y a déjà des liens là. Il faut améliorer les logiques de zero knowledge, enfin, ou toutes les. Non, j'ai oublié le nom, mais bon, les logiques de zero knowledge pour en fait finalement faire de la logique qui est invisible. On exécute du code, mais sans que l'on puisse lire le code qui s'exécute. Donc, il y a encore beaucoup de choses à faire aussi à l'intérieur de Bitcoin et dans l'écosystème de Bitcoin. NIM vient sur la couche en dessous, entre Bitcoin et le réseau TCP/IP finalement. Ok, le jeton NIM, par contre, on est d'accord que quand on l'échange, en fait, lui, il est transparent parce que je me demandais au niveau du listing, t'as pas Ouais. peur d'être embêté par le régulateur sur proposer à la vente, en fait, moi, c'est une de mes craintes, j'adore en fait les protocoles et les jetons qui sont soucieux de la vie privée de leurs utilisateurs, donc je pense notamment à Monero et à Zcash, et une de mes craintes, c'est qu'ils aient de plus en plus de mal à être listés sur des places de marché sous prétexte fallacieux qu'ils favoriseraient je sais pas, la tyrannie, enfin, le Ouais. terrorisme, la vente d'organes, quoi que ce soit. Pas Alors, tu as Nîmes, tout à Nîmes, fait raison. c'est une monnaie vertueuse. Attends, parce que j'ai une dernière remarque à faire sur ça. Il faut savoir que moi, je suis un grand défenseur de la vie privée parce que la vie privée, en fait, défend plus de gens honnêtes que de gens malhonnêtes. En fait. Un monde sans serrure aux portes et sans voler serait un enfer
à commencer pour les gens honnêtes. En fait, c'est-à-dire que évidemment que les criminels ferment à clé leurs portes, mais les gens honnêtes aussi. Et en fait, c'est justement pour pas être espionné par des gens malhonnêtes qu'on a ces solutions de sécurité. Donc la vie privée est, voilà, est importante pour les gens honnêtes aussi. Ouais. Je pense que là, ce qui est intéressant, c'est de comparer, par exemple, là, on peut comparer avec Tor. Euh, Pourquoi est-ce que Tor n'a pas été fermé finalement? Euh, Parce qu'en fait, beaucoup de gouvernements utilisent Tor aussi. Ah, En fait, il y a finalement un intérêt, justement, c'est-à-dire que l'armée suisse vient d'annoncer qu'elle interdisait d'utiliser WhatsApp et qu'il fallait utiliser Trema. Et pourtant, Trema, c'est une solution, c'est une messagerie suisse, un peu le Signal suisse. Et en fait, Signal est Trema est très résistant à beaucoup d'espionnage, dont l'espionnage des forces suisses elles-mêmes, hein. Ou alors c'est comme la Commission européenne qui décide d'utiliser Signal, et puis alors que les polices européennes se plaignent que Signal ne soit pas, qu'on puisse pas écouter Signal. Donc, à un moment donné, tu verras qu'il y a beaucoup d'institutions qui ont du pouvoir, qui en fait ont aussi besoin de se protéger. Des banques ont besoin de se protéger, de protéger leurs clients. Elles n'ont pas envie non plus que les données personnelles des clients soient mises dans la rue comme ça. Donc elles vont utiliser ce genre de technologie-là, elles en ont besoin. Donc tu as comme ça un lien un peu particulier avec ces technologies de protection de la vie privée. Avec Monero, c'est un petit peu, on est dans un registre qui est un poil différent parce que, évidemment, ces institutions-là n'ont pas besoin de Monero en tant que tel. Mais par contre, elles ont besoin de protocoles de communication qui soient sécurisés parce que les autres les attaquent justement sur leur communication. Donc, on verra. On prend en compte ce genre de choses-là, la construction juridique qu'on a faite, le fait qu'on soit en Suisse, ça fait partie de ces éléments-là. Le fait que finalement, on se protège, la manière dont on construit et dont on se protège en étant hyper transparent nous-mêmes. Moi, ça fait une dizaine d'années que ma vie publique, enfin, je suis un personnage public localement en Suisse. Ils peuvent essayer de m'attraper. Enfin, ouais, on peut toujours inventer des choses sur moi et me faire passer pour ce que je suis pas. Mais on a toujours une approche en fait de construction des projets pour qu'on soit tellement transparent que finalement il n'y a pas d'attaque qui soit possible. Et enfin, si elle est possible, elle sera trop visible en fait. Donc ça fait partie des éléments qu'on prend en compte. Ce que tu dis en quelques mots, c'est que tu développes un protocole de communication en fait extrêmement bien sécurisé, qui a vocation à être utilisé autant par les particuliers que par les entreprises, que même par les États. En fait, je dirais, idéalement, la qualité première de NIM, finalement, c'est d'être un protocole de communication sûr et qui n'est pas basé sur l'altruisme comme Tor, mais sur des tokenomics avec ce jeton NIM et donc différents acteurs qui vont être récompensés pour les services qu'ils fournissent. Et c'est pour ça que normalement, le réseau sera efficace. Enfin, en tout cas, je l'espère. Hein. Mais moi, écoute, je vais l'utiliser. Hein. Je vais m'adonner. Je vais essayer tout ça. Tu sais, tout m'intéresse. Que ça aille de la basse spéculation et des problématiques de vente publique ou de choses comme ça. Que ce soit l'usage, en fait, communication. Et de ce que je comprends, en fait, c'est que même avec le réseau NIM, on peut utiliser ces crypto-monnaies, donc typiquement Bitcoin. On pourra faire des transactions financières dans d'autres cryptos que NIM, en fait. C'est Exactement. Oui, parce agnostique. que Le voilà, réseau est agnostique. le réseau est agnostique. Et ce qu'on fera dans le wallet, c'est que tu pourras acheter tes tokens NIM directement en Bitcoin. Voilà, sans KYC en dessous d'un Voilà. certain montant. Ça, Ça, c'est. c'est pas mal. Ouais. Bah, écoute, moi j'ai mes petites questions. Hein. Tu sais, ensuite il y a les. Alors là, il y a la question classique. Je sais qu'elle avait déjà été posée par Samy, mais est-ce que tu avais des projets crypto? Ça, c'est une question classique de l'émission que tu suis en dehors de Nîmes. Donc toi, tu es sur l'écosystème Cosmos. Est-ce que ça t'a permis par exemple, tu as un avis sur Cosmos, sur Atom ou sur d'autres projets qui se développeraient là-dessus? Je sais que tu viens de Bitcoin à l'origine, hein, donc Bitcoin, Lightning, tout ça. Mais là, tu sais, nous, on aime les tokens Ouais. un peu plus underground. Ouais, je suis très. Moi, je reste très, très Bitcoin, hein. Cosmos, c'est un Mais peu tu as par raison. accident. C'est pas, je veux dire, en fait, le choix de Cosmos pour Nîmes, tu as compris qu'on construisait, c'était le mixnet qui était important en termes techniques, et qu'il fallait, on pense qu'il faut une blockchain pour s'organiser, donc avec un token, mais finalement, aujourd'hui, Cosmos, c'était le choix
Mature. le plus évident, le plus mature. En plus, maintenant, il y a le Cosmos Bridge qui va nous permettre en fait de représenter le Cosmos, le token Cosmos sur d'autres chaînes. Ça va être utilisé. Donc, c'est assez flexible. Cosmos, c'est assez flexible pour ça. Il a été fabriqué pour ça. Mais je reste quand même un grand fan de Bitcoin. Moi, ce qui m'intéresse, c'est les second layers sur Bitcoin et les troisième layers. Donc, moi mes projets, là, je suis de plus en plus dans Lightning. Et ce que j'aime beaucoup, c'est, et je suis l'équipe de très proche parce qu'ils sont pas loin, ils sont juste à côté, c'est RGB. Et je m'intéresse vraiment à ce que RGB va faire. Je ne sais pas si vous avez déjà regardé. En tout cas, ça vaudra le coup C'est un concept abstrait pour moi, mais écoute, je demande qu'à ce que ça fonctionne. Voilà, ils vont construire le state. Moi, c'est comme ça que je l'exprime, c'est que tu construis le state qui existe sur Ethereum. Tu vas le construire sur Bitcoin, sauf qu'il sera off-chain. Et donc, tu vas pouvoir finalement imaginer toutes les logiques que tu veux sur Bitcoin, garanties par la blockchain Bitcoin. Potentiellement, ça peut devenir énorme, quoi. Donc ça c'est vraiment les projets qui m'intéressent. Et ensuite, il y a la question. Il y a la question, j'en suis navré, hein, c'est une question de saison. Tu sais, on est au début de l'année 2022. Donc, est-ce que tu as des visions particulières pour cette année, que ce soit dans la crypto, dans la politique, dans là, ce que tu veux, à l'horizon d'un an? Donc, tu sais, si tu peux te lancer sur les prix, dire quelque chose d'absurde, ça n'a pas besoin d'être vrai nécessairement. Si c'est absurde, ça nous plaira, tu sais. Et sinon, tu peux te jouer à 2030 ou alors ça peut être par rapport à Bitcoin, ça peut être par rapport au prix ou ça peut être par rapport à la vie privée, je sais pas, moi, perte de Bon, liberté. parlons du prix déjà. Je suis très déçu Voilà. parce que j'étais persuadé Eh bien oui, ben on y vient. qu'on allait toucher, allez, je sais pas, moi c'était quoi les 180, j'avais parié, je parie jamais, mais on avait écrit les chiffres. Puis moi je suis très fan du graphique logarithmique de Bitcoin. Enfin bref, et donc c'était 180 000 à la fin de l'année, et puis ça a raté. Maintenant, je me dis, est-ce que peut-être. Bien raté, oui, je confirme. Et alors maintenant, je me dis, mais peut-être qu'il y a eu un shift. Tu vois, il y a peut-être eu un shift et on ne l'a pas capté parce que quand je vois comment le marché chinois, le marché asiatique est puissant et clairement aujourd'hui, je veux dire, on a eu la période européenne il y a eu la période américaine avec Bitcoin. Quand Bitcoin est monté, c'était en Amérique. Il y a eu la période européenne, on est un peu dedans, avec Ethereum. Ethereum, ça a été un projet principalement, on voyait les nœuds étaient en Europe, les projets étaient en Europe. Et puis, peut-être que maintenant, il y a une période chinoise. Alors, je me dis, comme le nouvel an chinois, c'est le 1er février, peut-être qu'en fait, on a juste décalé de 2 mois le pic de Bitcoin qui doit encore venir. Voilà, ça, une session de rattrapage. Ça va être chaud. Ça va être chaud. Après, je ne suis pas du tout un expert. Moi, je suis juriste, il ne faut pas oublier. Donc, je ne suis pas du tout un expert du prix. Donc, voilà, ça, tout le monde est expert du prix ici. Tout le monde est expert du prix. Qu'est-ce que c'est un expert du prix aujourd'hui? Par contre, en termes de privacy, il y a un changement, un shift que je suis en train de vivre et je pense que ça, c'est intéressant. Alors, évidemment, je suis très biaisé parce que moi, je suis à fond dedans entre mais c'est ce qu'on la veut. politique locale et entre aussi Nîmes. Et donc, je peux assumer aussi beaucoup de certaines de mes paroles. Mais ce que je vois, par exemple, quand j'interviens des fois à la radio en Suisse et je suis face à des gens qui sont dans d'autres sphères, je leur ai dit, mais en fait, si vous voulez arrêter de vous faire pirater, ransomer dans tous les sens, arrêtez de collecter des données. Ça sert à quoi de collecter des données? Et là, jusqu'à présent, on nous disait, oui, mais on est obligé, on doit collecter des données parce qu'il y a un modèle économique, parce que la loi nous oblige à le faire, parce qu'il faut surveiller les gens. Et là, maintenant, on a un petit shift où, en fait, les gens se disent de plus en plus, ah ouais, tu as raison, pourquoi il faudrait… Alors, ils me trouvent des arguments du genre, oui, mais je suis obligé parce que la loi m'oblige à le faire. Je dis, t'as qu'à changer la loi. Et si ces données ne sont pas utiles, autant ne pas les collecter. Donc, ce que j'espère, c'est qu'il va y avoir un shift sur, on va arrêter de collecter des données, ça va être vertueux. Jusqu'à présent, c'était vertueux de collecter plein de données et de faire de surveiller les gens pour les États ou de faire du business sur les données. Et on va arriver, j'espère, à un monde où ce sera moins vertueux. On va reprocher aux gens de collecter des données beaucoup plus et on va chercher à moins les collecter.
Ce petit chiffre qui est en train de se passer. J'aimerais tellement que ce soit vrai ce que tu dis, mais le problème c'est que tu t'es planté sur le prix. J'espère que tu vas pas te planter là-dessus, parce que moi, parce que moi, je suis 100% d'accord avec ce que tu dis, c'est-à-dire que cette collecte d'informations, à part mettre les gens à risque, elle résout pas grand-chose. C'est un grand n'importe quoi. Mais bon, moi j'ai le sentiment, je suis navré, j'ai le sentiment précisément inverse, c'est-à-dire que cette collecte de données ne fait que s'accroître, s'amplifier, et je suis assez Non, pessimiste. C'est pour ça que je vais plutôt miser sur les solutions comme les tiennes pour protéger en fait des données qui vont être collectées comme des fous, hein. Moi, je ne l'ai pas observé à la tendance que tu décris. Non, mais c'est plutôt une tendance. C'est une tendance, c'est-à-dire, c'est vrai que C'est pas un fantasme, rassure-moi. cette frénésie de collecte de données, elle va continuer pendant un certain voilà. temps. Donc, on est tout à fait d'accord. Surtout qu'en fait, ça va devenir un élément géopolitique. C'est-à-dire que, et on le voit d'ailleurs, entre les États-Unis qui, eux, la donnée, c'est un objet, donc on a des business models, et la Chine, la donnée, c'est un bien public, ça appartient à l'État. Et l'État prend le contrôle en fait des données, et on le voit d'ailleurs récemment. Ils ont même, ça c'est tout récent, ils ont interdit aux gens d'utiliser des données ils interdisent des individus d'utiliser les données des autres individus contre eux en disant non, c'est une prérogative de l'État. C'est l'État qui est le seul a le droit d'utiliser les données. C'est très intéressant ce qui est en train de se passer. Et donc, il va y avoir des espaces économiques numériques qui vont se créer, ceux qui vont ne pas récolter des données, respecter les données des individus, ceux qui vont récolter à fond les données. Et en fait, c'est vrai que le problème, c'est qu'aujourd'hui, les services qui sont rendus par les services qui donnent beaucoup de données, qui prennent beaucoup de données, ont l'air meilleurs que ceux qui ne récoltent pas de données. En tout cas, sont plus faciles, plus accessibles pour beaucoup de gens. Donc je ne sais pas. Mais en tout cas, il va y avoir des frictions très fortes qui vont se faire sur le domaine de la vie privée, beaucoup plus fortes. Et ce qui est bien, c'est qu'on aura beaucoup plus d'outils de pression. Je vais te donner juste un exemple. On a réussi à faire en Suisse un truc assez exceptionnel grâce à la communauté. La FINMA, alors tu parlais de 100 KYC, en fait, la FINMA, qui est le régulateur suisse, voulait rajouter une couche de restriction à l'achat sans KYC. Et c'est comme tous les régulateurs, ils voulaient rajouter une couche. Et en fait, cette couche-là, elle était tellement débile, idiote. En fait, vraiment idiote. En fait, ils nous ont envoyé ça par un simple email en disant écoutez, on a vu dans un article du Blick, alors le Blick, en Suisse, c'est le Trash News, tu vois. Alors, je ne sais pas ce qu'il y a en France comme Trash News maintenant, c'est quoi C'est Voici, ok. On a vu dans un article de Voici que avec les distributeurs de Bitcoin, il se passait ça. Alors, voilà la nouvelle réglementation. Ok, merci. Et normalement, une réglementation, ça se fait avec des rapports, ça se fait avec un processus juridique assez fort, avec une période de consultation. Et ainsi. Là, on reçoit un simple email et puis en disant oui, on a vu que dans Voici, il y avait ce problème. Alors, voilà une réglementation. On a gueulé et ils ont dû arrêter. Ils ont rebroussé chemin. Donc, la différence aussi, c'est que la communauté crypto, elle s'est organisée. Elle a plus de pognon pour s'organiser et pour répondre. Et on le voit aussi aux États-Unis, il y a eu des procès contre la SEC qui ont commencé parce que la SEC a abusé aussi sur certains points. Donc maintenant, il y a une industrie qui s'organise et qui est prête à fight back, qui est prête à se battre. Parce que ça, c'est un truc, ça c'est plus réel, parce que là, on voit des résultats concrets. Donc, une prédiction, on verra plus de ce genre de mouvement se faire aussi. Donc c'est une balance. Oui, il y aura plus d'atteinte à la vie privée, il y aura plus de collecte. En même temps, le contrepoids, il augmente. Et les gens qui investissent dans NIM, tu vois, parce que tout à l'heure, on parlait de ces VC qui investissent dans NIM, en fait, eux, ils ont très bien compris ça. Ils savent que la privacy, c'est un edge dans l'univers dans lequel on est en train d'avancer. Moi, je vais te dire, Alexis, je ne mise pas du tout sur la sagesse de nos gouvernants. Je mise plutôt sur l'émergence d'outils qui permettraient à chacun de se protéger, plutôt que sur une tendance à la sagesse des surveillants. À mon avis, je veux dire, l'État par nature a envie de contrôler le plus possible. C'est sa nature, la nature horreur du vide. L'État aime surveiller et imposer. Donc, c'est quand même aux gens, en fait, je pense qu'il appartient de se protéger. Et donc, notamment, tu vois, par exemple, sur PGP, NIM, j'espère que NIM sera cette solution dont on a besoin. Tor, c'est une solution, les VPN. Voilà, donc moi, je mise sur l'émergence de ces outils et puissiez-vous
vous gagner cette guerre. J'espère. Moi, je serai avec vous. Voilà. Moi, c'était mon petit mot de la fin. Je vais devoir vous quitter. Mais en tout cas, voilà. Moi, ça, j'ai la même conviction que toi que, en fait, c'est essentiel. C'est comme on sort protégé dans les rapports amoureux. Je veux dire, sur Internet, il faut se protéger aussi. Et il y a les communications, ça marche aussi, mais il y a les transactions financières. En fait, il faut tout protéger. Et bon, mais ça, voilà, hein, ça appartient à chacun, hein, c'est un petit combat. En tout cas, merci pour de développer des solutions qui m'aideront. Mais de rien. Mais merci. Merci à toi, Benoît. Je pense que oui, tu Et moi, je vous quitte et je fais un petit au revoir. Voilà, salut. Salut. Salut, Benoît. Et je vais prendre un petit instant pour remercier toutes les personnes présentes sur le live et ceux qui se sont abonnés pendant l'émission. Je n'avais pas l'onglet Twitch ouvert pour voir le train de la hype et les abonnements offerts en fait aux différentes personnes dans l'audience. Donc merci à tous, c'est très sympa. Franchement, merci. Et je vous propose de poser quelques questions sur le projet Nîmes pendant les 15 prochaines minutes à Alexis. Hein, un petit moment d'interaction, allez-y. Je vous laisse poser vos questions. On a déjà des questions. Alors, il y en avait plein pendant l'émission, mais je ne me suis pas permis de les relever parce que chacun a pour poser des questions dans le vide. Encore une fois. Merci. La question. Dans le channel, pour ceux qui sont dans le channel Nîmes French, je leur donne la possibilité de poser des questions aussi sur, pas de souci. Le channel. Secret Network permettrait de faire la même chose que Nîmes. Pas vraiment. Secret Network propose de l'exécution de smart contracts sur une blockchain Cosmos SDK avec des données chiffrées de bout en entrée et en sortie. Nîmes, à la base, reprend pour le consensus en fait le moteur Tendermint avec Cosmos SDK, mais il y a en fait le Mixnet qui est un produit très spécifique et qui est distinct, qui permet de réaliser des communications qui protègent l'identité des communicants. Et ça, c'est vraiment le point sur lequel Nîmes Project se concentre. Et c'est un outil qu'on ne peut pas retrouver, tout simplement pas. Architecturalement, ne propose pas Secret Network. Secret Network est une plateforme d'exécution de contrats avec normalement une protection des données en entrée et en sortie qui dépend sur ce qu'on appelle des Trusted Enclaves, des SGX. Le seul problème, c'est qu'il n'y a que les SGX en fait, qui peuvent participer à cette protection des données. Donc, on dépend d'un seul fournisseur de hardware. Le gouvernement américain a peut-être un backdoor en fait sur ces systèmes-là qui garantissent en fait la privacy de l'exécution des contrats, de la data, etc. Mais c'est une solution qui est très intéressante et que je suis. N'allez pas les vendre ou les acheter en vous basant sur ça. Chaque système a ses limites et c'est des possibilités différentes. C'est pas la même chose. Ouais. T'expliques vachement mieux que moi. Non. Et puis surtout c'est compatible, c'est-à-dire tu pourrais très bien envoyer des instructions à Secret Network à travers Nîmes. Tu peux rajouter en fait. Là on imagine aussi par exemple des interactions qui sont sympas. C'est par exemple d'utiliser Nîmes pour accéder à Monero. Tu vois, alors là, tu aurais à la fois la sécurité de Monero dans le réseau, dans la blockchain et le réseau de Monero, mais avec la couche aussi réseau Internet qui est protégé par Nîmes. Il y a une question dans le Telegram, je vais prendre très très rapidement. Je t'en prie. Raph, il me demande à quel niveau intervient Nîmes, UDP ou TCP. Pour l'instant, c'est du TCP. Voilà. D'accord. Sur quelle plateforme sera la vente publique? Pour l'instant, on ne sait toujours pas. Et puis, il y a OEK qui me demande que je devrais éclaircir l'histoire des KYC. Il y a de la confusion chez certaines personnes. Oui, parce qu'aujourd'hui, en fait, on vient de dire à ceux qui avaient participé au réseau avant, on leur dit, vous pouvez prouver que vous aviez participé au réseau avant en faisant une petite procédure. Pour faire cette procédure, il faut mettre son nom. Pourquoi vous devez mettre vos noms? Parce qu'après, vous allez pouvoir notamment participer peut-être à la vente publique, dans lequel de toute façon, il faudra faire un KYC. Pourquoi est-ce qu'il faut faire un KYC sur la vente publique? Parce que vous allez acheter des jetons, on est une entreprise régulée, dans un monde régulé. C'est un de nos moyens de nous défendre, c'est d'être compliant en Suisse
et aux États-Unis en même temps, ce qui n'est pas évident, mais on a réussi à faire, à faire cela. Pour ça, il faut faire un KYC. Et surtout, il y a une règle fondamentale, c'est que, comme je vous ai dit, ceux qui gèrent le réseau et ceux qui utilisent le réseau pour l'anonymat, c'est deux choses différentes. Quand vous serez utilisateur de la plateforme, il n'y aura pas de KYC, ça c'est clair. Vous avez juste besoin de montrer que vous avez acheté. Par contre, ceux qui gèrent la plateforme, la blockchain elle-même, elle est transparente, et acheter des tokens, ça va se faire selon les règles dans les pays qui sont là, les règles qui sont disponibles à ce moment-là. C'est aussi un principe en fait fondamental des crypto-anarchistes, de dire que en fait la transparence, elle est pour ceux qui sont les powerful, ceux qui sont les gens forts, ceux qui maintiennent en fait le réseau, qui maintiennent la société, doivent être transparents, et la protection de la vie privée, elle est pour les petits, ceux qui vont utiliser le réseau. Voilà. Donc, il faut voir que dans le nouveau monde, en fait, ceux qui dirigent, enfin, les opérateurs du réseau, en fait, ce sont des gens qui ont besoin d'être transparents. Ils ont une responsabilité de transparence qui est plus forte que ceux qui vont utiliser. Donc, on sépare en fait les deux, ceux qui fournissent le réseau et ceux qui utilisent le réseau. Le privacy, ça va être ceux pour ceux qui utilisent le réseau. Ouf, j'ai du mal. Pas de souci. Alors, est-ce qu'il y aura du mining de NIM? Non, c'est un réseau à preuve d'enjeu, donc on peut déléguer ses NIM sur des nœuds et espérer recevoir des récompenses à la hauteur de sa délégation avec un taux qui est fixé. Il y a une inflation sur le réseau pour inciter les gens à participer à la sécurisation. Ouais. Voilà. Quand est-ce qu'on pourra investir dans NIM? On ne sait pas, mais dans pas longtemps, normalement. Enfin, on suppose, s'il y a une vente publique. Combien de total circulation pour le token NIM? 1 milliard de jetons, mais ils ne seront pas tous en circulation d'emblée, je suppose. Ça ne marche pas comme ça. Il y aura plusieurs choses. Bon, les ratios, on va les rendre publics quand ils seront bien fixés. Mais en gros, il va y avoir une réserve qui va être là pour financer finalement les projets sur l'écosystème, parce qu'on va vouloir ensuite développer cet écosystème. Et il va y avoir aussi une réserve d'inflation, justement, dont tu parlais. Donc, en fait, pour faire justement les rewards, en fait, vont rentrer dans une sorte de forme de réserve. Et quand les gens vont payer avec des tokens, ça va faire augmenter cette réserve-là. Donc, il y a un buffer comme ça qui est utilisé. NIM est une sorte de VPN. Pas tout à fait, pas vraiment du tout, pas du tout. Non, alors, tu peux construire un VPN sur NIM, par exemple. Ça, c'est un use case que moi, j'utilise. C'est un truc tout bête. C'est vraiment le plus simple. C'est pas le truc, c'est pas forcément le service le meilleur à faire, mais tu peux le faire. Donc, moi, j'ai une machine dans un data center à Genève. Et sur cette machine-là, il n'y a rien. Elle est sur Internet. Elle est vide. Et dessus, il y a juste un client NIM. Et moi, je me connecte depuis sur mon laptop, j'ai un client en NIM aussi, et je me connecte sur cette machine-là comme un VPN. Et tu payes cette data as a service, tes credentials, à chaque fois que tu vas browser Internet, chercher une image ou autre, tu payes en fait à la bande passante. Alors oui, alors pour l'instant c'est le testnet, alors tu ne payes pas, mais après tu paieras. Voilà. Donc l'idée, c'est que l'idée aujourd'hui qu'on a, juste pour donner une idée, mais on est parti sur une idée qu'un token, ce serait 1 gigabyte de données, pour l'instant. 1 gigabit de bande passante. C'est la base. Voilà. Donc, voilà, le token, en fonction de la valeur qu'il aura, je ne sais pas, mais imagine que le token il vaut $1 ou 1 euro. Ça te donnera droit à 1 gigabyte de données sur le réseau. Ça, c'est un peu l'idée qu'on a actuellement. $1, 1 gigabyte, d'accord, donc 10 mégas, 1 centime. Ça va, on est sur des prix de forfait 4G. Non, ça, c'est même pas, ça voilà. va. On va voir. Parce qu'après, c'est le marché qui va. L'intérêt du token et de cette token economics, c'est que finalement, c'est l'écosystème qui va de lui-même trouver le prix, le ratio entre le prix et le volume de bande passante. Donc, pour finir la question, non, NIM, ce n'est pas une sorte de VPN, mais tu peux construire un VPN sur NIM si tu veux. D'accord. Tu mentionnais une partie du trésor allouée au financement de personnes ou d'entités qui construisent
avec Nîmes sur Nîmes, on peut penser au programme d'incentive, d'incitation que l'on voit sur d'autres plateformes de smart contract. Est-ce qu'il y aura quelque chose de similaire en fait sur Nîmes pour supporter des initiatives de développement, par exemple, d'un client de messagerie ou d'un client de, je ne sais pas, je dis n'importe quoi, un jeu qui utilise Nîmes? Est-ce qu'en tant que développeur, on peut soumettre une demande pour construire un projet qui fonctionne sur Nîmes et bénéficier Alors, de financement? aujourd'hui, non. Oui, Il n'y a pas, il y a rien qui est en place, il y a rien qui est en place, mais l'idée, elle est là, oui, bien sûr. Et puis, c'est le mandat qu'on a aussi. Après, on va développer ce genre de choses-là. Mais pour l'instant, il n'y a rien qui a été fait. On s'est vraiment focalisé sur le Mixnet lui-même et puis le launch du mainnet qui est imminent. Et puis ensuite, la vente publique. Et après, on va commencer à travailler sur ces autres aspects. Mais il n'y a juste rien, ça ne sert à rien d'envoyer un email maintenant parce qu'il y a juste zéro, ça va tomber dans ma boîte mail et puis ça va attendre. Ok. D'ailleurs, je vois des questions. À quoi sert le token NIM? Qu'est-ce que NIM? Je vais me permettre de vous recommander notre vidéo et notre article, notre profil de technique sur NIM, ce qu'est NIM. Vous allez sur Journal du Coin, vous tapez NIM. Vous avez un article assez complet qui vous fait une présentation du projet sur ses différents aspects, les acteurs du réseau. Et il y a une vidéo de 15 minutes qui présente aussi l'intérêt du projet, la solution qu'il apporte, son fonctionnement. Donc, je vous invite à aller sur la chaîne YouTube du Journal du Coin et aussi à poser vos questions sur le Telegram qui passe en boucle en fait sur le bas de la page. Il y a une petite question en plus sur Telegram qui est intéressante. Liski qui dit « On pourrait rendre anonyme les paiements de toutes les autres cryptos en passant par Nîmes ». On a parlé de ça tout à l'heure. Alors, tu ne peux pas forcément rendre paiement. Ce qui est intéressant avec Nîmes, c'est que Nîmes, c'est une couche d'anonymisation de la communication. Donc, quand tu vas communiquer, ça devient anonyme parce que plus personne de l'extérieur peut voir ce que tu dis. Par contre, à qui tu parles, là, tu révèles un certain nombre de choses. Donc, tu peux décider de révéler des choses à qui tu parles. Donc, quand tu broadcastes une transaction, tu vas cacher aux autres ton adresse IP et ta localisation sur Internet. Donc, si ta crypto-monnaie que tu vas utiliser est elle-même anonyme, tu vas peut-être être entièrement anonyme, donc c'est peut-être bien. Si ta crypto-monnaie elle est très transparente comme Bitcoin l'est encore aujourd'hui, tu vas seulement arriver à enlever l'information de ton adresse IP. Mais l'interaction de la transaction, ton UTXO sur Bitcoin, il va apparaître de la même manière que n'importe qui. Donc, c'est pas l'anonymat, c'est un set complet d'outils. NIM va juste amener un élément qui est celui du réseau. Voilà. Alors, est-ce qu'il est possible d'accéder au testnet de NIM? Alors aujourd'hui, je pense que non. Alors, là, tu as déjà des applications. Alors aujourd'hui, juste aujourd'hui, le testnet, il est accessible à ceux qui avaient participé au testnet juste avant. Mais maintenant, on a fait un testnet permanent. C'est-à-dire qu'on a, d'ailleurs, on a annoncé ça aujourd'hui. Donc, on a un testnet qui s'appelle Sandbox. Et ce sandbox, ça va être un peu c'est notre testnet qui va rester, en fait, dans lequel on va développer les nouvelles versions de NIM au fur et à mesure, et lui va rester. On va bientôt développer un faucet qui va permettre aux gens de récupérer des tokens pour faire tourner sur ce testnet-là. Ça va être votre Litecoin du... Non, même pas, parce que le Litecoin, il a une valeur. Non, c'est vraiment le testnet comme sur Bitcoin, tu as un vrai testnet. Oui, non, il n'y a pas d'initiative économique, il n'y a pas de valeur, non, clairement. Voilà. Y a-t-il déjà des applications qui tournent sur le testnet de Nîmes? Je pense que non. Alors oui, il y en a 3 parce qu'on a fait un petit hackathon. Et puis, il y en a un qui a développé du storage à distance. Tu te connectais sur comme un petit Dropbox, tu te connectes via Nîmes. Et puis, il y a eu deux, trois autres projets qui ont été faits, qui ont gagné des petits prix de notre hackathon. Donc, je crois que si vous regardez sur notre blog, il y a les vainqueurs du hackathon avec leurs petits projets. Est-ce que tu as des conférences prévues cette année ou tu organises des événements, j'en sais rien, en Suisse ou en France pour parler de Nîmes? On essaie d'être présent
aux événements qui sont importants. Donc c'est vrai que ces années, c'est un peu difficile. Ça fait 2 ans qu'on fait un peu à la dernière minute, mais on a toujours été présent dans les conférences importantes. Donc, écoute, là, pour l'instant, il n'y a pas grand-chose de prévu. On a parlé de ETH Denver, donc Ethereum Denver. Il y aura 1 ou 2 personnes qui seront là-bas. Mais sinon, généralement, on est présent dans les conférences, soit Bitcoin, soit Ether, soit aussi un peu Cosmos. Là, j'ai fait la dernière petite conférence que j'ai fait. On a refait le premier, depuis le début de la pandémie, le premier meet-up Ethereum de Barcelone avec Amir Taki. On a fait une présentation commune entre DarkFi, qui est donc la DeFi décentralisée Dark, et puis Nîmes. Donc ça, c'était sympa. On s'est bien amusé. Et on est vraiment allé rentrer dans l'esprit cypherpunk et dark avec tout l'esprit d'Amir qui est un révolutionnaire fantastique. Ça nous a permis d'aller vraiment loin dans la réflexion. C'était très intéressant. Ce qui est marrant avec NIM, c'est que c'est un projet qui est très populaire, ou du moins très apprécié dans la communauté des Bitcoiners, qui pourtant ont un sentiment, plutôt une opinion très, très négative sur tout ce qui n'est pas Bitcoin. Je parle des maximalistes, bien sûr. Quand on regarde un peu sur Twitter, comment ces derniers réagissent aux publications sur NIM, c'est vrai qu'il y a un engagement de la communauté, on va dire, fortement attaché à Bitcoin qui est particulier pour NIM. C'est toujours quelque chose qui m'a... Oui, alors, tu sais, moi, je suis très Bitcoin Maxi moi-même, même si on me voit utiliser ou développer sur d'autres choses. Mais je suis convaincu que, en fait, Bitcoin a été à l'origine d'un nouveau monde, et puis on va pas... celui qui... Bitcoin a sa place, ce que je veux dire. Voilà, Bitcoin a sa place et Bitcoin, on va pas essayer de remplacer Bitcoin. Et quand on crée un logiciel comme NIM et un écosystème comme NIM, même si on utilise un token, en fait, ce token, il vient pas. On va pas dire que c'est un nouveau Bitcoin. C'est pas le cas. Il n'est pas là pour faire quelque chose de mieux. En fait, on va l'utiliser parce qu'on est dans une nouvelle ère qui est celle que Bitcoin nous a permis de faire. Et Bitcoin nous a permis d'ouvrir les yeux sur la gestion commune des ressources informatiques dans un réseau qui permet justement de développer des applications qui respectent les individus et qui respectent l'autonomie des individus. Et je pense qu'à partir du moment où on respecte ces choses-là et qu'on ne vient pas chercher à prendre la place de Bitcoin, parce que de toute façon, ce n'est pas le but non plus. Enfin, pour nous, justement, ce n'est pas le but. Je pense que des bitcoiners maximalistes qui voient que Bitcoin, ils peuvent comprendre aussi, parce que je ne suis pas loin au niveau de la réflexion, que ça a du sens en fait. On est en train de développer une nouvelle économie et on devient plus fort grâce à ça. C'est-à-dire que des projets comme NIM, ils viennent aussi renforcer Bitcoin parce que potentiellement, les gens qui utilisent Bitcoin vont pouvoir utiliser Bitcoin à travers NIM. Je veux dire, Bitcoin a déjà intégré Tor et I2P dans le logiciel. On peut très bien imaginer qu'un jour, il y ait NIM qui soit intégré aussi, en tout cas utilisé par Bitcoin. C'est pas impossible. Donc moi, je pense que ce qu'on fait, c'est qu'il y a un très fort respect. Je veux dire, Harry et moi, on est des Bitcoiners convaincus. Et il y a un très fort respect de NIM, parce que sans Bitcoin, des projets comme NIM ne pourraient pas avoir lieu. Bitcoin a apporté cette économie dont le Mixnet avait besoin, par exemple. D'accord, ok. Je pense qu'on a couvert une bonne partie des questions. Alors, pourcentage, je sais pas, malheureusement. Oui. Alors souvent, après, on entend parler d'exchanges qui sont de plus en plus réticents à l'idée de lister des jetons qui ont quelque chose un lien avec la privacy, la confidentialité, de près ou de loin. Et est-ce que c'est quelque chose qui vous préoccupe en particulier chez NIM
d'avoir des difficultés d'accès à votre token sur des places de marché centralisées. Je pense qu'après, quand on fait les choses de façon… Enfin bon, qu'est-ce que tu en penses? Non, mais ça, on verra. Je pense que ce qu'on fait, c'est qu'on essaye d'impliquer, on a impliqué un bon nombre d'acteurs. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on est, bah, on ne se cache pas, hein, on est backé par Binance, par Kraken, par Huobi, par ouais, c'est déjà pas mal en termes d'exchange. Et en fait, on est dans un écosystème où les gens comprennent bien l'intérêt que un token doit être disponible au maximum de là où c'est possible. L'avantage aussi du choix de Cosmos, c'est que maintenant, avec le Gravity Bridge, pour ceux qui connaissent un peu Cosmos, en fait, on va pouvoir représenter de manière native pratiquement le token, un token qui a été fait sur Cosmos va pouvoir être représenté sur Ether ou sur d'autres chaînes. Et puis, on peut le redeem quand on veut sur la chaîne native. Donc, ça facilite plus le passage entre chaînes. Donc, l'idée, c'est d'avoir un token qui circule bien, en fait, à travers les différentes chaînes. Donc, naturellement, il va se retrouver, on espère, là où il a du sens d'être, finalement, tout simplement. Ouais. Très certainement sur Osmosis aussi. Ça, par exemple, je veux dire, disons qu'on a mis en place des mécanismes qui font que si les gens veulent l'amener quelque part, ils pourront l'amener. Ouais. La question de Frédéric, elle est intéressante sur Telegram. Là, il dit oui, c'est très intéressant, mais c'est très difficile de mettre en pratique ce que vous dites pour une personne lambda, parce que c'est vrai que ce qu'on voit, c'est qu'il y a une grande demande, et comme je disais à l'introduction, tout à fait au début aussi, moi j'ai fait mon petit chemin de croix au début d'essayer de trouver le moyen d'être le plus anonyme dans les années 2000, hein, plus anonyme, le plus sécurisé, d'avoir les meilleurs outils décentralisés possibles. Et c'est très difficile pour les gens. Et donc, le NIM, ce qu'on essaie de faire, et c'est un peu dommage parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui voudraient avoir des solutions faciles pour tout protéger. Mais aujourd'hui, ça n'existe pas parce qu'en fait, la solution, c'est de s'éduquer et de comprendre beaucoup d'outils très techniques. Et avec NIM, ce qu'on espère arriver, c'est qu'en fait, finalement, on donne cet outil de NIM à des gens qui développent les applications que vous utilisez au jour le jour. Et en fait, en utilisant NIM, ils vont avoir un avantage parce qu'ils collecteront moins de données sur leurs utilisateurs. Ils vont avoir un avantage, ils seront plus sûrs et donc ils seront de meilleure qualité et résisteront plus dans le temps. Ils auront un avantage économique aussi à utiliser NIM et donc à vous fournir des meilleurs réseaux et des meilleurs services. C'est un peu comme le HTTPS, si tu veux. À un moment donné, le HTTPS n'existait pas, on l'a inventé. Et les gens se sont rendus compte au fur et à mesure que s'ils avaient un site en HTTPS, ils allaient fournir un meilleur service à leurs clients parce qu'ils avaient moins de hacks, ils avaient moins de man in the middle, ils avaient moins de problèmes, leurs clients avaient moins de problèmes. Donc, c'est pas le client qui a utilisé HTTPS, c'est le service provider qui a mis HTTPS sur son site. Je pense qu'avec NIM, il va y avoir cette même construction-là. Donc, désolé Frédéric, c'est vrai qu'on reste très technique, mais c'est un chemin, maîtriser sa vie numérique de façon sûre, mais moi, c'est un idéal qui aujourd'hui est très difficile à atteindre. Moi, je n'y arrive pas non plus, pourtant je fais beaucoup d'efforts. Et puis ça dépend aussi, on est dans un réseau, donc ta propre sécurité, ça dépend de celle des autres autour de toi. Donc, avoir un outil qui fonctionne pour tous, ça ne marchera pas. Mais NIM, c'est une bonne brique, en tout cas, déjà. Merci, Lisquet, pour ton commentaire. Ouais. Bon, je pense qu'on a fait un tour. On a couvert pas mal d'aspects de ce qu'est NIM, quelle est la roadmap sur les prochaines semaines. Hein. Bon, le mainnet est quasiment là. Et là, une
une vente publique devrait arriver. Et bientôt, on pourra utiliser NIM concrètement pour réaliser des communications sécurisées, anonymes. Donc, ça, c'est intéressant. Comme d'habitude, si vous voulez vous poser plus de questions sur NIM, il y a le Telegram français qui était affiché pendant les 20 premières, enfin pendant toute l'émission en fait, en bas de l'écran. Il y a toutes les ressources que l'on a réalisées en fait sur le Journal du Coin, le premier podcast avec Alexis, la vidéo complète qui présente un peu le projet en une quinzaine de minutes. Et puis voilà, je pense que l'actu, la feuille de route est intéressante pour NIM sur les prochaines semaines. Et je vous invite à vous documenter sur le projet. Si vous voulez des informations, alors c'est le site internet nimtech.net. Je l'ai mis sur mon nom juste là. Et puis le GitHub, c'est GitHub slash Nim Project, Nimtech. Le GitHub, c'est important parce que c'est là où il y a vraiment le code. Donc, si vous êtes développeur, allez regarder le GitHub pour voir imaginez comment est-ce que vous allez pouvoir intégrer justement NIM dans votre application. Si vous avez une application client-serveur, c'est exactement le genre de scénario où vous pouvez utiliser NIM. Voilà. Donc, c'est github.com/nimtech/NIM pour le repo principal. Voilà. Là, voilà, la page est affichée ici. Eh bien, merci à tous. Merci à tous ceux, à tous pour votre présence pendant le live, pour vos commentaires, votre bienveillance, vos abonnements surtout. Et puis, je vous dis à très, très vite pour de nouvelles émissions. À demain pour un nouveau podcast avec Kive Network. On commence à attaquer les solutions de data availability, de disponibilité des données. Et dimanche, rendez-vous, comme tous les dimanches, en fait, pour une petite couverture de ce qui s'est passé dans la semaine, l'actualité, poser des questions, échanger. Voilà, je vous remercie. Je vous dis à très, très vite. Surtout, prenez soin de vous, faites attention. Et puis voilà, quoi. Ne capitulez pas. Protégez-vous. Voilà. Exactement.